Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'une des expériences les plus riches en enseignement que la physique a pu produire, à savoir l'expérience dite des fentes de Young. C'est en effet l'expérience qui a inspiré les découvertes les plus fondatrices sur la nature des particules dites élémentaires, et d'abord sur la nature de la lumière. Mais nous allons voir que là encore, si les résultats semblent de prime abord assez contre-intuitifs et défier le sens commun, eh ben, c'est sans doute à cause d'un biais matérialiste qui nous détourne de l'analyse la plus rationnelle qu'on puisse en faire. Alors, dans sa version historique du début du 19e siècle, l'expérience des fentes de Young a contribué à apporter de l'eau au moulin de la théorie ondulatoire de la lumière, par opposition à la théorie corpusculaire, qui était pourtant portée par Sir Isaac Newton en personne. En effet, le principe de l'expérience consiste à envoyer un faisceau lumineux sur deux fines fentes rectilignes parallèles qui font alors apparaître ce qu'on appelle une figure d'interférence, à savoir une alternance de franges sombres et brillantes sur un écran qu'on place derrière les fentes. Puis bien sûr, si on cache l'une des deux fentes, eh bien, les franges disparaissent pour ne laisser qu'une seule tache brillante derrière la fente qui reste éclairée. Et ceci constitue une des bonnes preuves, ce n'est pas la seule, que la lumière soit de nature ondulatoire. Parce que dans l'état de nos connaissances actuelles, on ne sait pas expliquer le phénomène d'interférence autrement que par des ondes. C'en est même leur signature. Mais l'expérience de Young a pris une toute autre envergure à partir des années 80, quand Alain Aspect, encore lui, a pu réaliser cette expérience, mais avec une source dite à photons uniques. C'est-à-dire qui est capable d'envoyer des particules de lumière, des photons, et ce de manière discernable, successivement les uns après les autres. Un photon, puis un deuxième, puis un troisième, et ainsi de suite. Il a pu ainsi montrer que, suivant le dispositif expérimental qui était mis en œuvre derrière les fentes, on était capable de conclure que la lumière émise par la source était soit constituée de corpuscules, parce qu'il était possible de déterminer par laquelle des deux fentes chaque photon était passé, soit qu'elle était de nature ondulatoire et donc passait par les deux fentes à la fois, parce qu'on observait une figure d'interférence derrière les franges. Comme si la particule de lumière pouvait choisir en quelque sorte de se comporter soit comme une onde, soit comme un corpuscule, suivant ce que l'expérimentateur cherche à savoir à son sujet. D'une manière photographique, ça s'illustre par le fait que chaque photon produit un impact et un seul sur l'écran derrière les fentes, mais que l'accumulation de ceux-ci produit une figure d'interférence. Et que donc la lumière est certes constituée de particules corpusculaires matérialisées par chacun des points d'impact, mais qui se comportent collectivement comme une onde, puisqu'à la longue, une figure d'interférence se dessine sur l'écran. Alors, ces deux assertions sont tout à fait contradictoires, parce qu'il existe une différence fondamentale entre une onde et un corpuscule. C'est ce qu'on vient de dire, le corpuscule passe par une fente et une seule, alors que l'onde passe par les deux fentes à la fois. Et ceci tient effectivement dans la localisation spatiale de ces deux objets, parce qu'à un instant donné, le corpuscule est localisé en un point précis de l'espace, alors que l'onde, elle, emplit l'espace tout entier. Elle n'a pas de localisation spécifique. Elle a simplement une valeur particulière à chaque endroit du milieu dans lequel elle se propage. On venait donc de mettre le doigt de manière expérimentale sur une bizarrerie de plus de la théorie quantique, telle qu'elle avait été introduite par Louis de Broglie, à savoir la dualité onde-corpuscule. Le fait que les particules élémentaires soient à la fois des ondes et des corpuscules. Ce qui, conjugué à l'indéterminisme quantique qu'on a évoqué avec le chat de Schrödinger, conduit à dire que ces particules elles soient partout à la fois. Alors c'est un petit peu plus subtil que ça quand même. Et là encore, pour retrouver une certaine intuitivité du phénomène, nous allons devoir faire appel à ces fameuses informations hors espace-temps.
Et puis aussi, on va voir qu'on va devoir revoir notre conception de la temporalité des événements. Une des meilleures approches à l'heure actuelle pour modéliser ce phénomène de dualité entre corpuscules a été formalisée par David Bohm sur une idée originelle de Louis de Broglie. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'onde pilote, donc de Broglie-Bohm, qui considère que les particules quantiques sont bien des corpuscules ayant toujours donc une position déterminée et qu'elles sont en quelque sorte guidées dans leur déplacement par une onde qui leur est associée et qui est identifiée à la fonction d'onde de la particule dont nous avons parlé avec le problème de la mesure et le chat de Schrödinger. Alors, c'est une théorie dite à variable cachée non locale, c'est-à-dire, comme je vous le disais à propos de l'intrication quantique, qu'elle fait appel à des informations non localisées dans notre espace-temps 4 dimensions. Et pour appréhender ça, je vous invite à aller voir des vidéos du projet Lutétium à l'Université de Paris-Jussieu, qui donne une vision macroscopique de cette dualité onde-corpuscule à l'échelle quantique, avec des gouttelettes, qui symbolisent donc le corpuscule, rebondissant sur un liquide en vibration, donc qui porte une onde. Ce qui illustre donc parfaitement la théorie de l'onde pilote de Broglie-Bohm. Alors nous voyons ici, au travers de cette image, que nous en donne ce marcheur, tel que les chercheurs qui l'ont créé l'appellent, eh bien que le couplage de l'onde et de la goutte, donc du corpuscule, ne se produit qu'à travers l'existence de la mise en vibration du bain de silicone qui porte l'onde, qui guide les mouvements de la goutte. C'est-à-dire qu'il faut une source d'énergie extérieure au système pour maintenir le système en place. Sans cet apport d'énergie extérieure au milieu qui porte l'onde, le couplage, la mise en synergie de l'onde et du corpuscule disparaît. Alors, dans le cas de la particule quantique, ça signifie que cette source d'énergie ou d'information, peut-être qu'il vaut mieux parler d'information ici, puisque c'est une énergie qui informe le système pour qu'il se détermine, eh bien, cette source d'information est extérieure à l'espace-temps qui constitue le milieu sur lequel la fonction d'onde est imprimée, ce qui implique donc, une fois de plus, l'existence de dimensions supplémentaires à l'espace-temps 4 dimensions. Et puis, il y a encore plus fort que la dualité onde corpuscule elle-même, c'est l'expérience dite à choix retardé, imaginée par John Wheeler, et également réalisée dans la foulée par l'équipe d'Alain Aspect. Et ça consiste, dans l'expérience des fentes de Young, à cacher l'une des deux fentes, mais après que la particule soit passée par celle-ci. Bon, je vous passe les détails techniques, mais on est capable d'évaluer le moment où la particule se situe entre les fentes et l'écran. Et donc, pendant ce laps de temps, on décide de cacher ou pas l'une des deux fentes. Et on a vu que le résultat sur l'écran était différent selon le fait qu'il y ait une fente ou deux. Car avec deux fentes, il y a une figure d'interférence, due au fait que l'onde corpuscule soit passée par les deux fentes à la fois et interfère derrière avec elle-même. Et avec une seule fente, il n'y a pas de figure d'interférence, car les interférences ne peuvent se produire qu'en présence des deux fentes. Et bien, figurez-vous que là encore, les interférences n'apparaissent plus si la fente a été cachée, bien que celle-ci l'ait été après que la particule soit passée par le plan des fentes. Ainsi, on décide que le photon passe par une seule fente, donc il se comporte en corpuscule, ou par les deux à la fois, comme une onde, après que celui-ci ait déjà effectué son trajet dans le dispositif. Une sorte de rétrocausalité. L'effet précéderait la cause. Alors, c'est peut-être pas exactement comme ça qu'il faut le voir, hein. Ici, en fait, depuis Einstein et sa théorie de la relativité, les physiciens s'entendent sur le fait que la différence entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion, que tous ces instants coexistent simultanément dans l'espace-temps. On verra ça avec la théorie de l'univers bloc. La structure temporelle du monde existe bien, mais elle est plus complexe qu'une simple succession linéaire de différents instants. Et puis qui plus est, avec des photons qui se déplacent à la vitesse de la lumière, donc la vitesse maximale, la limite autorisée dans l'univers. Les effets relativistes sont alors à leur paroxysme, et il ne faut plus raisonner en termes d'objets qui occuperaient une succession de positions dans l'espace instant après instant, mais en termes d'événements inscrits sur des lignes temporelles entièrement déployées dans l'espace-temps. Ainsi, il n'y a pas vraiment un problème de causalité dans l'expérience à choix retardé décrite ici, car la ligne temporelle de chaque photon, détectée donc selon une configuration ou l'autre de l'expérience, c'est-à-dire avec une seule fente ou les deux, eh bien, elle est déterminée entièrement, passé y compris, qu'au moment où le photon est détecté, où il est observé sur l'écran. En fait, le passé n'existe qu'à partir du moment où il a été enregistré dans le présent.
On aurait alors peut-être là une indication de ce à quoi servirait la conscience incarnée, à savoir déterminer le passé, l'imprimer, le matérialiser dans l'espace-temps. Alors ça aussi, c'est sans doute à méditer. À bientôt.